Bonjour François et Jennifer. Bonjour. Bonjour Rosie. Enchantée. François, on s'est déjà parlé, on s'est même déjà vu en personne dans la vraie vie quand on pouvait fréquenter des gens. Jennifer, on s'est jamais vu, fait que je suis contente. Merci beaucoup d'apparaître sur mon podcast. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'investissement immobilier qui semble être votre nouveau projet. En fait, je sais pas si on peut appeler ça un projet de vie, mais vous avez l'air pas mal all-in dans vos projets. Fait que j'aimerais ça que vous nous en parliez un peu plus. Peut-être que vous pourriez prendre le temps de vous présenter un petit peu, mais individuellement. Oui, alors, on est bien excités d'être invités aussi sur le podcast. On en a fait quelques-uns récemment, surtout en anglais, parce qu'on est franco-ontarien. Alors oui, on parle français, tout ça, mais on habite en Ontario, alors ça a plus tendance à se passer en anglais. Puis, côté investissement, alors ça fait, Jennifer et moi, on est étudiants en design d'intérieur. Alors, c'est toujours été notre passion, là, rénover les maisons, l'immobilier. Puis, on a fait ce qu'on appelle des live-in flips. Alors, on vivait dans les maisons pendant qu'on les rénovait et après ça, on les vendait. Et ça nous a permis d'accumuler de l'argent pour en acheter d'autres de plus en plus. Alors, Jennifer? Oui. Donc, comme François dit, on a étudié en design intérieur. On est ensemble depuis presque 22 ans, mariés depuis 18 ans. Et puis, moi, je suis présentement responsable des installations d'un centre culturel francophone à Orléans. Alors, j'ai beaucoup d'expérience à travailler avec des plombiers, des électriciens et tout ça. Donc, ça nous aide un peu avec nos propriétés aussi. OK. Le contracteur, la plomberie, tout ça. Puis, est-ce que vous faites ça à temps plein, vos investissements? De ce que je comprends, vous avez des emplois, puis c'est comme un projet qui occupe probablement beaucoup de votre temps, mais c'est comme votre deuxième carrière, disons? Oui. Pour l'instant. Oui, c'est ça. J'imagine, le but, c'est de peut-être juste faire ça éventuellement. On est rendu à une période un petit peu critique, là. Justement, c'est notre conversation avant le podcast. On est en mode stratégie, c'est ça. Ah oui, il faut être stratégique. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on n'arrive plus. On s'est embauché une femme de ménage. J'ai embauché une adjointe virtuelle. Là, c'est la nourriture. Là, on est rendu qu'on jette plein de nourriture parce qu'on achète, puis là, on n'a pas le temps de faire manger. Alors, c'est ça, on regardait un peu les services là, de plats comme HelloFresh, tout ça. On l'a déjà essayé. On trouvait que ça nous économisait pas beaucoup de temps. Alors, c'est ça. Là, on est en train de... Est-ce qu'on embauche un chef qui va venir ici faire à manger? On est en train d'explorer ces options-là. OK. En tout cas, je suis contente que vous ayez eu la discussion avant, puis que vous avez pas l'air en chicane, en tout cas, puis que vous étiez sur la même, parce que ça aurait pu être une conversation un peu touchée, mais je suis contente de voir que ça va bien. Puis ça, c'était une de mes questions que je voulais vous poser, parce que vous avez mentionné, vous êtes un couple dans la vie depuis 22 ans. Est-ce que vous aviez une petite appréhension à commencer à travailler ensemble, ou vous, c'était certain que vous n'auriez pas travaillé avec mieux que l'un et l'autre? Ah oui, c'est comme notre rêve. On étudiait ensemble au collège. Alors, on a fait 3 ans de collège, qui est pas le collège ontarien. Alors, c'est pas comme le cégep, là. C'est un peu plus vieux, de 18 à 21 ans. Puis c'est ça, on étudiait ensemble, on a travaillé ensemble plusieurs fois. Alors, ouais, on aime ça travailler ensemble. Puis on n'est pas inquiets, là. Ouais, mais c'est ça le rêve éventuel, c'est qu'on travaille tous les deux ensemble. On l'a déjà fait par le passé, puis c'est le fun qu'on fait ces projets-là ensemble parce que on aime ça travailler ensemble, puis on se complète comme moi je suis plus chiffre, je suis le frein, François c'est le gaz. Ouais, c'est toujours comme ça qu'on se décrit, là, la pédale gaz, moi c'est go, c'est non. Donc François il prend toutes sortes d'idées, puis moi j'essaie de les faire fonctionner. OK. Ah wow, c'est vraiment une belle image. Moi, en tout cas, petite parenthèse, je suis en train de passer mon permis de conduire, puis je sais très bien qu'il faut autant le frein que le gaz pour que ça avance. Le frein est vraiment important. Oui. Oh, le frein sauve ta vie, le gaz... ça fait avancer. Ah, c'est beau ça. Parce que si un jour vous décidez de partir une business aussi dans le domaine de l'automobile, ça aussi, ce sera une belle image pour votre branding. Mais je m'écarte du sujet. Puis, ça fait combien de temps que vous avez commencé à vous intéresser plus à l'immobilier? Est-ce que ça fait 1 an déjà ou peut-être un peu moins? À vraiment faire des investissements, je parle. 5 ans, mais la dernière année et demie, c'est rendu vraiment intense. Là. On est rendu vraiment
investis Et dans les depuis investissements. le début de 2020, là, on s'est vraiment inscrit à un programme de mentorat, puis on a vraiment on a acheté 4 propriétés cette année. Wow, félicitations. Merci. Puis aussi, oui, on travaille en couple, mais on travaille aussi avec nos enfants. Alors, nos enfants, ils ont 14 et 16 ans, presque 15 et 17, puis ils sont impliqués dans nos projets. Alors, c'est vraiment une histoire de famille. OK. Tandis qu'ils nous aident avec les rénovations, l'entretien des fois de certaines propriétés. C'est des experts en peinture, puis pour arracher les tapis. C'est le fun, hein? Puis ce projet-là en famille, j'imagine que vos enfants aussi, vous leur donnez comme la passion, c'est ça, le goût pour l'investissement puis l'argent. Est-ce que ça, vous avez parlé avec eux de ça, de Oui. tout de suite dire? Notre fils est rendu vraiment intéressé, notre fille moins, mais notre fille est plus jeune que notre fils. Je pense que lui, il voit plus comme que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans le futur assez proche, parce qu'il va avoir 17 ans au mois de janvier, donc 18 ans et pas si loin que ça. Est-ce que en termes de législation puis de comme le marché immobilier, là, est-ce que ça se ressemble beaucoup avec Montréal? Le Québec, je veux dire? C'est vraiment un autre monde. L'Ontario, c'est un peu moins locatif qu'au Québec. C'est en train de changer. Au Québec, depuis quelques années, les gens achètent de plus en plus quand même. Mais il y a toujours eu une différence. Alors, l'Ontario, la majorité des gens sont propriétaires de leur maison. Fait que quand tu achètes une maison, tu es vraiment en guerre avec les autres. Ben, ça l'est aussi au Québec. Mais nous autres, on n'investit pas vraiment dans les marchés primaires, mais plutôt les marchés secondaires. C'est-à-dire, on n'achète pas dans les grandes villes nécessairement, mais des villes qui sont un peu plus en retrait, qui fait en sorte qu'il y a plus de locataires dans ces marchés. Ouais, un petit peu moins dispendieux, le prix d'entrée est plus bas et les loyers par rapport au prix d'achat sont meilleurs. Alors, tu peux avoir un meilleur rendement sur ton investissement. Pendant que si on achèterait à Montréal, centre-ville, on n'aurait pas d'argent. On achèterait puis on louerait à perte probablement. Even. Ouais, pas mal proche de zéro, qui est pas bon. Tu veux toujours acheter avec un profit parce que s'il y a une surprise, mais là, t'as pas de coussin, t'as pas de fond, t'as rien. Alors. Ouais, puis là, comme avec la pandémie aussi, tu sais, des fois, on se dit tout le temps, justement, s'il y a des surprises, puis là, des fois, il n'y a jamais de surprise, puis là, finalement, il y en arrive une comme une pandémie globale. Ou est-ce que ça, c'est une méchante surprise? Pas mal. Une surprise, oui. Sinon, mettons, là, vous avez mentionné, Xavier, du mentorat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous avait donné la piqûre pour le go de partir? Parce que, tu sais, on s'entend que comme les revenus passifs, l'investissement immobilier, c'est comme, il y a beaucoup de gens qui y pensent, mais malheureusement, qui ne passent pas à l'action. Est-ce qu'il y avait eu un tournant qui vous a donné envie de passer à l'action? Alors, en 2008, comme beaucoup de gens se souviennent, la crise économique, avec les États-Unis, tout ça, on avait beaucoup d'investissements, des REER. Et là, ben, ça rapportait moins 10% d'intérêt. On a perdu pas mal d'argent là-dedans. Oui. Et là, on s'est dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis on a essayé, puis c'était difficile d'investir. Mais je sais que toi, tu fais à la bourse, je crois. Oui, j'investis à la bourse. On connaissait rien, on comprenait pas. C'est pas quelque chose de tangible. Cependant, une maison, c'est quelque chose que tu peux toucher, tu le vois, puis on dirait que c'est plus facile à comprendre. La bourse, ça peut être compliqué. Oui. Ça semblait plus abstrait pour nous pendant que l'immobilier, on a déjà acheté et vendu des maisons. Là, c'est des multiplex. Ça revient un peu à la même chose, c'est juste une plus grande maison. Ben, aussi, juste pour revenir sur la bourse, oui, c'est comme plus compliqué, mais tu sais, comme pour vous qui êtes habitués justement de dealer avec des contracteurs, puis vous aimez le concret, puis vous avez étudié les deux en design, c'est certain que ce type d'investissement-là, ça fit mieux probablement avec vous, puis avec vos valeurs, puis avec vos forces aussi, encore une fois. On est dans les forces. Hein. Mais on veut explorer les options d'achat et tout ça pour les titres en bourse, parce que c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers, c'est ce qu'ils font. Ça augmente les encaisses, le cash flow à chaque mois, puis ça permet d'investir plus puis d'acheter d'autres propriétés. Alors,
C'est un projet futur, Jennifer, prépare-toi. Je paye sur le frein tout de suite. Ouais. Non, moi, en tout cas, moi, je pense vraiment, puis ça, la bourse, je vais sûrement le mentionner dans mon podcast, parce que là, j'en ai pas encore parlé, parce que c'est tout récent, mais tu sais, je suis vraiment la personne la moins bonne, malheureusement, avec les chiffres. Comme j'ai dit dans mon introduction de podcast, j'ai étudié en littérature puis en communication. Comme les chiffres, ça me donne de l'urticaire. Puis ça, j'ai réussi à juste investir un petit montant. C'est comme là, on parle, mettons, pour débuter sur la plateforme que j'utilise, Questrade, c'est 1 000 $. Fait que, tu sais, si vous voulez juste investir 1 000 $, c'est un petit, on dit souvent que c'est un jeu, la bourse. Ben, tu pourriez jouer avec ce 1 000 $-là puis le voir. Puis en ce moment, à cause de la pandémie, ben, c'est que tout est comme à rabais, puis ça augmente, puis ça descend beaucoup. Fait que c'est un bon temps. Ouais. Oui. Puis est-ce que justement, tu sais, pour faire des investissements immobiliers, est-ce que vous avez dû changer votre mindset par rapport à l'argent? Ou est-ce que vous avez toujours eu une bonne relation avec l'argent? Ou où est-ce que vous vous situez? Pas mal bonne, ouais. Je dirais que c'est pas... il n'y a pas de limite, c'est juste des chiffres, selon moi. Alors, l'argent, c'est pas un frein. Mais on achète des choses vraiment de façon non traditionnelle, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas toujours notre argent. Donc, des fois, on a des gens qui mettent de l'argent sur une propriété, puis nous, on met 0. On fait des partenariats, on fait des joint ventures qui comme un peu comme... un partenariat, mais pas tout à fait. Donc, ouais. on achète de toutes sortes de manières avec notre propre argent, avec l'argent des autres en partenariat. Donc, on a dû vraiment penser à l'argent autrement. Ouais, parce que l'argent, c'est un outil. Alors oui, notre mindset, notre vision de l'argent, ça a toujours été quand même bon. Il n'y a pas de limite, comme une propriété à 1 million ou 100 000, c'est la même chose. C'est juste que les chiffres sont plus gros. Puis c'est juste que faut que le plan d'affaires soit là. Alors, faut que les chiffres marchent. Ouais, faut que les chiffres marchent. Ça peut être 100 millions, ça nous énerverait pas trop. 100 millions, un petit peu, là. On serait comme... Ouais, je pense que ça m'énerverait un peu. Un petit peu. C'est comme 10, je sais pas, quelques millions, c'est pas tant que ça, vraiment. Parce que s'il y a des bons rendements, il y a un bon plan d'affaires, c'est pas... Alors, on n'a jamais eu peur, là, de ça, mais c'est quelque chose qui se fait par étapes aussi. Alors, c'est ça, notre première propriété à revenu était 110 000. 110 000. Non, 125, le condo. Ah oui, c'est vrai. 125. Après ça, on a 110. Après ça, 250. Après ça, 255, 300, 400, 500. Là, on est rendu dans les 600 000, 700 000. On est à plus de 2 millions en hypothèque. Là, ça nous énerve plus. Mais notre première hypothèque à 140 000 dans le temps, c'était comme... Là, ben, bof, c'est juste de l'argent. Oui. Oui, mais moi, c'est ça que j'ai découvert parce que avec Nancy, j'ai travaillé beaucoup sur mon money mindset, puis c'est vraiment juste un outil, dans le fond. Puis encore plus loin, si on va être vraiment plus spirituel, c'est juste de l'énergie, l'argent. Puis tu sais, comme c'est exactement la même chose comme 1 $ ou 100 000 $. C'est sûr que c'est un chiffre plus grand, mais c'est comme le même énergie quand on veut le mettre de manière plus comme imagée. Fait que c'est intéressant de vous entendre là-dessus. Là. Exactement. Comme je sais pas si tu connais Grant Cardone. Oui. Je le suis pas, mais je sais c'est qui. Le 10X. Alors lui, c'est tout 10 fois plus que tout. Alors 10 fois 100 000, ben là, on est rendu à 1 million. Alors, c'est juste ça, c'est de s'habituer à voir plus, voir grand, mais aussi planifier. Là. On fait pas juste prendre des risques inutiles, des folies. Il faut qu'il y ait un plan en arrière de tout ça, mais absolument. Puis quand vous dites vous avez acheté un 6-plex, est-ce que ça veut dire que vous occupez des locataires? Oui, on a fait un peu de gestion de propriété, mais oui, ça dépend. Ouais. C'est pas la même chose que l'investissement immobilier et la gestion de propriété. C'est 2 trucs différents, c'est bien ça? Oui, bien, on le fait quand même. Juste pas pour les propriétés qui sont trop loin. On a des propriétés qui sont au Nouveau-Brunswick et on peut même pas y aller comme c'est là avec la pandémie. C'est vrai. Mais oui, c'est ça. Souvent, on fait la gestion quand c'est plus petit puis local. On le gère nous-mêmes. Oui, c'est notre propriété, puis la gestion de propriété, c'est aller collecter les loyers, mais c'est pas mal fait de façon électronique. Maintenant, plus besoin de... On peut aller s'assurer que la maison ou la bâtisse est en ordre, trouver les contracteurs pour tondre l'herbe, déneigement, l'entretien. Comme Jennifer a beaucoup de contacts dans ce domaine-là, justement, il faut qu'on trouve quelqu'un pour paver une entrée. Alors, ouais. Si quelqu'un nous écoute, c'est ça?
Oui, à Ottawa, là, c'est difficile. On a appelé une douzaine de places, puis personne ne semble vouloir travailler. Alors, en tout À cas, cause de la COVID? là, ils ont trop de travail, ils sont tellement OK. débordés, ouais, à cause de la COVID, je pense. Puis, les gens ici, c'est plein de fonctionnaires. Alors, l'économie n'a pas ralenti du tout, là. Au contraire, le monde a dépensé en fou, là. Tout le monde a fait repaver leur entrée, refaire les toits, installer les piscines. Les piscines, oui. C'est pareil, il y avait une pénurie de piscines et de spas cet été. Oui, vraiment. Puis est-ce que, mettons, justement avec la pandémie, est-ce que ça, c'est un facteur qui vous stresse ou encore là, non, vous avez fait vos exercices financiers puis vous êtes assez Je pense que confiant? c'est quelque chose qui nous a aidés, un peu drôle. OK, à tant dire. mieux. On a pu rencontrer, on a fait je sais pas combien de Zoom avec des personnes qu'on connaissait pas parce que c'était comme la façon de se rencontrer. Donc, on a comme multiplié le nombre de personnes qu'on pouvait se rencontrer. Puis ça a fait en sorte qu'on a vraiment bougé plus vite cette année à cause de ça. Ouais, on a acheté un chalet qu'on a loué sur Airbnb. Ça, c'était super à Sandbanks, qui est bien connu. J'ai vu que Mitsu Jelina est dans le coin depuis un bout sur Instagram. Alors, ouais, mais en tout cas, c'est ça, Sandbanks, ça a été super bien. Et là, on l'a acheté avec des partenaires qu'on a rencontrés sur Facebook, après ça sur Zoom, OK. en personne, après avoir échangé plusieurs milliers de dollars, juste comme ça, dans le compte de banque. Puis la propriété est apparue. Puis les gens cherchent des endroits pour sortir de la ville. Alors, on a loué beaucoup, beaucoup à des Montréalais, puis des Torontois, un peu de monde d'Ottawa aussi. C'est un coin très populaire là, parce que c'est les lacs Ontario, puis les vignobles, c'est super beau. On y va la semaine prochaine, justement. Puis, c'est ça. Alors, ça nous a aidés. Mais c'est certain que nous, tout ce qu'on achète, notre stratégie, on achète des propriétés qui sont pas, on n'achète pas le haut de gamme. Alors, nos locataires, ils vont toujours être là. Là, c'est du monde peut-être un petit peu moins fortuné ou quelqu'un qui aurait plus d'argent, mais que là, il a peut-être perdu son emploi ou il y a une difficulté. Alors, il va louer un appartement un peu moins cher. Alors, on est garanti des clients. Pendant que les gens, eux, leur optique, c'est d'acheter là, du haut de gamme, mais ça super luxueux. C'est la clientèle qui est la plus à risque. Parce qu'elle a plus de facilité à changer, c'est ça? Exactement. Parce que ceux qui ont déjà les moyens, au lieu de louer, ils vont peut-être juste dire « Ah ben je vais acheter vu qu'il y a tellement d'incertitudes ». Et ceux qui étaient comme au maximum de leurs revenus puis leurs dépenses, ben là, ils vont peut-être réduire leur rythme de vie puis devoir garder quelque chose de moins cher. Alors là, ça va devenir nos clients. Ça, c'est bien parce que c'est ça. Puis j'imagine, vous faites, sans que ce soit dans le luxe, vous retapez un petit peu. J'ai vu sur Instagram, c'est ça, vous retapez les endroits pour que ce soit des belles propriétés puis que les gens soient bien pour longtemps. Ouais, ça veut quand même que ce soit bien sans que ce soit dans le luxe. Donc, on met pas des comptoirs en granit et tout ça. Des planchers chauffants puis des entrées chauffantes. Puis non, on rentre pas là-dedans. Là. C'est ça. OK. Une activité, là, puis... J'avais écouté une vidéo sur YouTube, c'est quelqu'un justement qui faisait de l'investissement immobilier, puis il disait que malheureusement, même si tu mettais des belles choses dans des logements, les locataires finissaient tout le temps par tout briser. Puis comme vraiment dans toutes les gammes, malheureusement. Ouais, ça se peut aussi. C'est ils choisissent peut-être pas très bien ces gens non plus. Peut-être aussi. Pas trop investir, je suis d'accord. Comme faut des matériaux solides, c'est bien, c'est propre, il n'y a pas de tapis chaque brun, là. C'est bien. Je pourrais vivre là. Toutes nos bâtisses, là, je vivrais dedans. Il n'y aura pas de honte ni rien. Là. C'est bien, mais c'est du locatif. Mm-hmm. C'est clair, il n'y a rien de très cher, justement. S'il casse, ben c'est pas la fin du monde, on achète un autre. Puis, c'est un peu ça notre vision. Mais il y a beaucoup d'autres investisseurs, eux, ils vont. Mais ça dépend de la stratégie d'investissement. Il y a beaucoup de gens qui investissent beaucoup dans la propriété, pas pour le locataire, pour la banque. Parce qu'il y a la technique de refinancement. Ouais, le BRRRR, le BRRR, là, qui est Buy, Rent, Renovate, Rehab, Refinance. Repeat. Oui. Alors, tu achètes une propriété, disons, à 100 000, tu fais 50 000 en rénovation, et maintenant, elle vaut 300 000. Tu refinances avec la banque, tu sors 250 000, et là, tu reprends tout l'argent que tu as investi et tu fais du profit. Alors, ça, c'est vraiment populaire présentement dans notre marché, mais c'est risqué parce que là, il faut que tu mises sur le fait que la banque va te refinancer à ce montant-là et que tu vas trouver des locataires qui vont te permettre
de supporter la bâtisse qui est rendue maintenant à 250 000 ou 300 000. Alors, nous, c'est pas une technique qu'on fait, mais ça peut être très bon. Puis, ben, j'imagine qu'il n'y a rien de toute façon qui empêche que vous fassiez votre technique que là, vous êtes en train de faire, puis faire justement un beurre. Oui, le beurre. J'ai pas trouvé le terme français équivalent. Non, mais c'est correct. Mais c'est ça. Mais dans le fond, il y a tellement de techniques que probablement qu'on connaît pas que... il y a une façon vraiment à investir. Puis j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de bonne façon. C'est encore une fois, c'est celle qui nous convient. Et puis, le plus important, c'est le marché. Alors, moi, j'écoutais quelqu'un, puis elle me disait, il faut que tu adaptes la technique d'investissement au marché dans lequel tu investis. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens qui s'entêtent, OK, nous, on est à Ottawa, on investit à Ottawa, mais là, il faut que tu t'adaptes au marché. Ottawa, c'est un marché plus d'équité, d'augmentation de valeur des propriétés. Tu n'auras pas un revenu à chaque mois. Là. Tu vas avoir, c'est comme Montréal un peu plus. Mais si tu investis à Cornwall, qui est une autre petite ville entre Ottawa et Montréal, là, tu vas avoir un revenu à chaque mois. Alors, la technique et l'optique est différente. Mm-hmm. Okay. Même chose pour les endroits comme qui sont plus touristiques. Ben là, justement, là, c'est mieux, j'imagine, d'investir dans des chalets comme vous avez fait. Oui. Puis, dépendamment de l'endroit. Puis, tu sais, souvent, on entend location. Est-ce que c'est vrai? Extrêmement. Oui. Ça change pas. Tout le reste, ça change. Tu peux démolir la maison, la reconstruire, mais l'emplacement ne changera jamais. OK. Alors, si c'est une mauvaise rue ou un mauvais quartier, ça peut changer. Il y a des rues qui s'améliorent, mais c'est long. Mais ça, c'est vraiment du long terme. 20, 30, 40 ans. À moins qu'on voit, là, c'est comme le dernier mouton noir là, sur la rue, la maison qui est comme délabrée. OK, mais si c'est un quartier pas beau, puis là, tu rénoves, c'est la plus belle maison sur la rue, ça, c'est pas une bonne chose. C'est la pire affaire à faire. Oui. C'est l'inverse, c'est ça. Tu veux avoir ça veut dire la plus belle maison. Non, la moins belle maison dans le plus beau quartier. Exactement. Oui, exact. Toujours, c'est la meilleure affaire. Ou peut-être pas la moins belle, mais pas la plus belle. La plus belle, la plus chère, elle va être la plus difficile à vendre puis à rentabiliser. Mm-hmm. Admettons, vous, est-ce que vous faites tout ça pour avoir une belle maison ou c'est devenu un peu comme secondaire, vous voulez juste avoir le plus grand nombre de maisons? Si c'est pas trop indiscret, bien entendu. Oui, non, notre but, c'est de pouvoir arrêter de travailler puis d'automatiser tout ça, puis on puisse vivre. Moi, j'aimerais 6 mois par année proche de Sandbanks et les autres 6 mois probablement à Curaçao dans le sud ou un autre pays, acheter une propriété là-bas puis juste profiter de la vie. Puis pour nos enfants, qui est un avenir parce qu'il y a tellement d'incertitudes, mais les gens ont besoin d'être logés. Alors ça, c'est certain. Peu importe ce qui arrive, les gens ont besoin de vivre en quelque part. Oui. C'est un besoin essentiel comme on l'a vu là, pendant la pandémie, les gens continuent de vivre en quelque part. Puis, ouais. Est-ce que, mettons, vous feriez des investissements à l'étranger, immobilier à l'étranger, comme là à Curaçao, c'est à l'extérieur du Canada? Oui, absolument. On est en train de regarder ça avec des investisseurs puis voir. Comme là, avec les restrictions, c'est certain qu'on peut pas trop y aller. Alors, on doit attendre. Mais je connais des gens, justement, en changeant le mindset, on a des gens qu'on connaît. Mm-hmm. Je te laisse pas parler beaucoup. Non, c'est vrai. Vas-y, parle des gens qu'on connaît. François, il aime beaucoup parler. Parle des gens qu'on connaît maintenant, combien qui peuvent... Oui, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de gens qu'on a rencontrés en faisant l'investissement immobilier. Puis, c'est sûr que ça nous intéresse, François, plus que moi. À côté étranger, parce que moi, j'aime ça pouvoir le voir en personne. Puis si on peut pas voyager, mais on peut pas les voir en personne. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime moins. Comme le Nouveau-Brunswick, est-ce que vous l'avez vu en personne, votre sixplex? Même pas? On a acheté 2 propriétés au Nouveau-Brunswick, puis on les a pas vues encore. Non. C'est fou, pareil. Mais puis j'aimerais ça revenir là-dessus parce qu'on dirait que je suis comme un peu perplexe, puis je sais pas si c'est moi qui est méfiante, mais là, ce que j'ai compris, c'est que vous avez rencontré des gens sur Facebook qui sont probablement dans des groupes d'investissement immobilier, là, vous avez pas envoyé des friend requests à des gens. Puis, mettons, comment vous faites pour travailler avec ces personnes-là? C'est juste que vous savez qu'ils sont motivés par le même objectif que vous, puis là, vous leur faites totalement confiance? Comment ça fonctionne? Bien, mettons, au Nouveau-Brunswick, on a acheté avec un agent d'immeuble qui était dans le groupe de mentorat. OK. Et c'était avec les investisseurs qu'on connaît ici à Ottawa. On a comme travaillé ensemble d'ici pour acheter au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est quand même des gens qu'on connaissait un peu. Ouais. On a notre
notre propre groupe de réseautage ici à Ottawa. Donc, c'est tous les gens qu'on a rencontrés dans notre groupe. Donc, ça faisait quand même un bout. Puis chaque fois qu'on avait de quoi, ils disaient « Ah, n'oubliez pas, moi aussi, je veux investir avec vous. » Donc, ça fait en sorte que, bon, ben, on a pu faire un projet au Nouveau-Brunswick parce que c'était tellement dur de trouver de quoi local. Il y avait comme plus de propriétés à vendre. Il y a très peu de listings, de propriétés à vendre dans la région. Mais c'est un peu partout, même au Québec, il y a une pénurie. On regardait justement du côté du Québec, surtout quand on traverse la frontière Ontario-Québec, ici, Ottawa-Gatineau, c'est beaucoup moins cher. Quasiment à moitié prix. Ouais, c'est à peu près moitié prix, avec une aubaine achetée au Québec. Là, c'est pour nous, en tout cas, mais la même chose s'applique aux gens en Colombie-Britannique. Alors, eux, quand ils regardent ici, à Ottawa, une maison à 800 000, c'est une aubaine. Là-bas, 2 millions peut-être, une petite maison. Puis là, si on va au Nouveau-Brunswick, 100 000, 140 000, 150 000, c'est des prix de 30 ans passés ou 40 ans passés. Et d'un stationnement. Ouais, un stationnement. Alors, c'est ça. Ces gens-là, aussi, on les a rencontrés sur Zoom plusieurs fois ou en personne quand c'était possible. Ils faisaient partie de d'autres regroupements d'affaires. Puis, ouais, on a passé quand même certains tests et certaines choses. Et nous, comment on a structuré nos deals, c'est eux qui qualifient pour l'hypothèque et mettent le dépôt. Alors, c'est vraiment eux qui prennent le plus grand. Le risque financier, disons. Oui, ouais, exactement. C'est nous qui en fait le travail. Trouver la propriété, trouver la compagnie de gestion de propriété, trouver avec qui trouver l'hypothèque, l'assurance, les rénovations, les états financiers, toutes ces choses-là. Fait que vous faites plus le heavy lifting. Ces personnes-là, c'est parce qu'ils ont plus de capital que vous, comme de disposable. Oui, ils en ont plus. Ça. Alors, ils ont plus, c'est des gens qui travaillent temps plein, ils n'ont pas le temps de faire ça, mais ils veulent investir, ça les intéresse, et ils voient la valeur que nous, on apporte. Okay. Ils aiment les stratégies qu'on utilise, puis ils ont la même vision. Puis justement, en leur parlant plusieurs fois, on voit est-ce que la vision reste pareille. En passant à travers de contrats potentiels, on voit les questions qu'ils vont soulever. Et là, si on voit qu'ils se concentrent beaucoup sur quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on veut, parce qu'on a eu quelques-uns qui étaient potentiels et après quelques conversations, on a vu « Ah non, c'est pas pour nous, on s'entendra pas bien. » Oui, puis on peut pas s'entendre avec tout le monde. Fait que, non, c'est ça. C'est correct, c'est pas personnel, c'est juste... Exactement, c'est une décision d'affaires, c'est tout. Ouais. C'est le fun, c'est vraiment... Tu sais, le but avec ce podcast-ci, c'est vraiment d'inspirer les gens. Puis tu sais, est-ce que... Je sais pas, vous pourrez me corriger si je me trompe, mais est-ce que vous êtes comme des personnes surdouées en finance qui réussissent ou est-ce que vous qualifiez? Oui. Mais je suis bonne avec les chiffres, mais c'est pas sorcellerie dans le sens que n'importe qui pourrait prendre les principes puis les mettre en application. T'as pas besoin d'avoir tous les morceaux de la casse-tête non plus. Tu peux avoir du temps à offrir ou crédit ou argent ou expertise. Donc, il y a plusieurs façons d'investir en immobilier. Puis, comme avec toi, on pourrait faire un partenariat avec toi et disons que tu as beaucoup d'argent en bourse, puis là, je veux prendre une petite pause. Je veux que mon argent me rapporte 12% d'intérêt, exemple. Alors là, tu pourrais nous prêter un montant qui pourrait nous servir de mise de fonds. Et là, toi, tu pourrais être une partenaire silencieuse. Tu as juste mis la mise de fonds, tu obtiens un taux fixe. Voilà, c'est tout. C'est fait. Ou tu pourrais obtenir, juste en mettant la mise de fonds, nous, on qualifie pour l'hypothèque. Toi, tu pourras avoir 50% du profit. Mais là, tu prends le risque parce que tu n'as plus un taux fixe. Tu as le profit mensuel ou annuel ou peu importe. Alors, c'est bien différent. Ça peut être structuré de plein de façons. Et si tu es le partenaire financier, tu n'es pas obligé de connaître comme les chiffres, tout ça à fond. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Ou si tu sais plus l'information, mais tu n'as pas l'argent, alors tu peux faire le travail. Comme on fait, oui. On a l'argent un peu, mais on l'avait pour quelques propriétés, mais éventuellement, tu arrives à un niveau que je peux plus qualifier pour d'autres hypothèques. Tu finis par frapper un mur. Après 3, 4, 5 propriétés que tu achètes par toi-même, mais tu n'as plus de fonds. Donc, il faut que tu trouves d'autres manières à investir.
Puis les gens veulent investir dans l'immobilier parce que je pense qu'ils voient la valeur, mais ils savent pas quoi faire. Donc, c'est là où on finit par travailler avec des gens qui ont assez pour faire une mise de fonds sur une propriété, mais ils veulent s'assurer que ça serait pas... Parce que tu peux pas faire un investissement en immobilier avec n'importe quelle propriété. Non. Ça prend vraiment la bonne propriété. Il faut que ça soit comme location. Il faut que ça soit un certain nombre de chambres, un certain nombre de stationnement, il faut regarder. Il y a beaucoup de choses à regarder. Donc, c'est pour ça qu'ils investissent avec nous. Nous, on s'occupe de tous les détails, puis eux, ben... On fait un peu comme du coaching. Comme j'ai commencé avec certaines personnes, je me fais tout le temps demander des questions. Maintenant, comment qu'on fait? Comment est-ce qu'on commence? Alors, c'est ça un peu la valeur ajoutée là, d'un partenariat, un joint venture. Alors, je sais pas, je n'ai aucune idée c'est quoi la traduction de joint venture. Un projet commun. Ouais, un genre de projet commun. Ouais. Mais c'est une structure légale assez simple. C'est pour ça c'est vraiment le terme joint venture dans le common law, qui est la loi ici. C'est ça, c'est comme une définition assez ouverte, pendant qu'un partenariat, là, ça implique beaucoup d'autres choses. C'est très, très fermé, un partenariat, selon la loi, en tout cas en Ontario, puis dans la plupart des provinces. Alors, je sais pas le code civil, qu'est-ce qui est prescrit comme terme, mais... Oui. Puis là, vous aviez mentionné qu'après avoir acheté plusieurs propriétés avec, tu sais, comme par vous-même, vous arrivez à un mur. Est-ce que j'imagine qu'après, quand vous allez... Est-ce que le but, c'est toujours d'avoir des ports qui nous rapportent tout le temps, ou c'est de plus d'en acheter puis de les flipper, je sais pas si c'est le bon terme, puis de les revendre? Ouais, ça peut être bon aussi. C'est bon d'avoir les deux parce que les flips, ça rapporte de l'argent vite. Rapidement, oui. Cependant, ça dépend de la propriété. Mettons que tu tombes sur une propriété qui est bonne pour un flip, mais là, tu vas faire un flip. Mais si tu tombes sur une propriété qui est bonne pour garder, puis vraiment comme long terme, mais là, tu vas la garder. Il y a l'autre terme qui est le wholesaling, alors être un grossiste. Okay. Alors ça, des fois, tu peux trouver une propriété qui n'est pas annoncée, qui ne t'intéresse pas, mais qui intéresse peut-être quelqu'un d'autre. Alors, tu peux l'acheter. Ou qui t'intéresse, mais tu n'es pas vraiment dans une position pour l'acheter. Alors, tu peux la revendre à quelqu'un en faisant un certain profit. Tu deviens un peu comme le courtier immobilier, mais sans l'être. Oui, je pense que... Est-ce que je me trompe ou c'est ça ce que dans l'auteur de Rich Dad, Poor Dad, il explique au tout début de son livre? Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre. Oui, exactement. C'est ça qui parle de ça. C'est la technique comme de base. Quand tu n'as pas d'argent, tu peux faire le wholesaling, le genre grossiste. Et là, tu pars avec zéro. Tu as du temps, mais tu n'as pas d'argent. Après un flip, tu as un peu d'argent et tu as du temps. Et une expertise. Et une certaine expertise, ouais. Ou des bons contacts. Parce que le succès d'un flip, c'est que tu as de l'argent assez liquide. Mais il ne faut pas que ça coûte trop cher. Faut pas qu'elle coûte trop cher. Faut que tu la vendes vite. Et il faut que les travaux ne te coûtent pas très cher. Alors, il faut que tu aies soit des bons contracteurs ou que tu es habile toi-même. Puis que tu trouves une propriété qui est sous-évaluée. OK. Puis j'ai l'impression, avec ce que vous nous avez mentionné à date, c'est un monde, tu sais, dans ma tête, c'était comme un peu requin. Tu sais, je sais pas si vous avez la même image que moi. Tu sais, comme... Mais non, c'est ça, parce que... Super amical, le monde s'entraide. La compétition va même t'aider des fois. On demande souvent une dame. C'est souvent comme une communauté, je trouve. Oui, ça, c'est une partie... Moi aussi, je m'attendais à tout le monde vont se battre pour les mêmes propriétés. Mais au contraire, ils sont fiers de dire « Wow, regarde, on s'entraide, puis voici un truc, puis ah oui, appelle mon gars, il va t'aider. » Puis c'est une très petite communauté parce qu'il y a juste 5% des Canadiens, tout le Canada au complet, qui investissent dans les propriétés à revenus. Et de ça, il y a juste 5% du 5% qui ont plus de 5 propriétés. OK. Fait que là, vous en avez 5 déjà? Oui, on a 7. Alors donc, vous êtes dans le 5%. Félicitations, bravo. Merci. Le 5% du 5%. Je sais pas c'est combien, là. C'est pas beaucoup. C'est comme 1%. Vous êtes dans le 1%. Ouais. Mais c'est le fun. Je suis contente que vous ayez mentionné. Puis c'est vraiment ça que j'avais l'impression que c'est super d'entraide, en tout cas dans votre situation. En tout cas, énormément. Oui, c'est vraiment le fun parce que justement, quand il te manque quelque chose, tu peux demander à quelqu'un d'autre, puis ils vont
sûrement t'aider. Comme il y en a des requins, absolument. Oui, probablement, mais tu sais, encore une fois. Mais il finit en dehors de la communauté parce que les gens ne veulent pas travailler avec eux. Très vite, le monde leur tourne le dos, puis là, parle-y pas, puis là, c'est fini, puis ils sont vraiment... Ouais, c'est pas long. Puis je trouve que tu as plus à gagner à travailler dans la communauté qu'en dehors toute seule. C'est en faisant ça que le monde te dise « Hey, j'ai un REER de 200 000 qui fait rien, que j'aimerais te prêter. » Et là, wow, ouais, moi, je sais quoi faire avec ton REER de 200 000 qui reste là. Ça peut devenir une hypothèque, une deuxième hypothèque pour une propriété. Toi, tu vas faire de l'argent, moi, je fais de l'argent. Tout le monde est content. Tout le monde est content, mais oui. Tout à l'heure, je pense que c'est François, tu as dit 12 %. Ça, c'est environ ce qu'on fait avec une propriété. Tu sais, comme ton argent en dollars égal, c'est environ ça. Par année, il fait un 12 % de rendement. Beaucoup plus que ça. Mais c'est ça que tu donnerais à un money partner, c'est-à-dire la personne qui fait la mise de fonds. Oui, alors disons que toi, tu aurais 25 000 ou 50 000, ce serait plus 50 à 100 000. Tu pourrais nous prêter ce montant-là pour un an. C'est entre 8 à 14 % d'intérêt. Ça semble très cher, mais si la propriété peut supporter ça puis faire de l'argent encore, ça, c'est le rendement pour le prêteur. Mais pour nous, il est bien plus haut que ça. Ça serait quoi? C'est toi, Madame Chiff? Ben, c'est entre 25 et 200 % dépendant. Ouais. Wow. Souvent, nous, on vise 100 % de profit parce que c'est pas notre argent. C'est l'argent des autres. Alors, c'est infinité. Infini. Oui. C'est sûr, ça sonne intéressant quand vous le dites comme ça. Puis, puis admettons, si vous aviez un conseil à donner pour débuter parce que comme vous avez dit, tout le monde veut le faire, mais personne se lance ou personne commence parce que ça a l'air compliqué. Ce serait quoi un conseil? Moi, je dirais que c'est pas d'avoir le paralyse d'analyse. Tu sais, des gens qui veulent toujours analyser tout trop. Les détails. Il faut avoir une base, puis après ça, faites-le. Faites juste agir. Alors oui, informez-vous, éduquez-vous, absolument. Quelques mois, quelques temps, là, vous êtes à l'aise. Et là, agissez. Faites des offres. Regardez des propriétés. Faites pas juste attendre. Là, OK, ça sera jamais parfait. On n'aura jamais le dépôt parfait avec la bâtisse parfaite. Ben, peut-être, là, mais c'est rare. D'habitude, il y a un petit quelque chose qu'il faut travailler et c'est ça l'opportunité. C'est là qu'on fait de l'argent. Si on trouvait une propriété que les autres ont dit « Ah, il y a ça puis ça qui marche pas », mais nous, on se sent à l'aise, on est capable de le faire puis de... Alors, c'est de prendre action, puis de s'entourer, super important, réseautage. Les médias sociaux, là, ils ont une importance énorme dans l'immobilier comme ça. Super important là, d'être présent dans des podcasts comme celui-ci. Alors, il y a un très bon livre, justement, c'est québécois. Alors, c'est 101 trucs en investissement immobilier par Jacques Lépine et Yvan Cournoyer. Et c'est... comment que ça s'appelle, le groupe? C'est... Mordu de l'immobilier? Non, il y a Mordu d'immobilier qui est un groupe Facebook québécois énorme. Ils ont 48 000 membres. Alors, c'est vraiment gros. On participe un peu, mais il y a le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Okay. Ça, c'est celui de M. Lépine. Alors, très bonne ressource pour commencer ou avoir de l'information. Puis ceux qui parlent anglais, alors il y a le Right Club, R-E-I-T-E, club.com. On va commencer en français bientôt aussi. On commence une série de podcasts en français parce que les fondateurs sont il y en a deux francophones. Ouais, un québécois, puis l'autre est algérienne. Alors, on va le faire en français. On cherche des invités. Puis ça, Right, moi, je sais que c'est dans le fond, c'est pour l'investissement, mais comme pour avoir des revenus mensuels, c'est bien ça? Dans le fond, c'est de la location. Right, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Right, c'est Real Estate Investment, Training and Education. OK, ouais. J'étais carrément dans les patates. C'est un groupe qui aide les investisseurs à apprendre. Puis, c'est de l'échange, du partage. Il y a un forum. Ça ressemble à c'est du réseautage. Oui, du réseautage. Puis leur site web, il a l'air d'un LinkedIn, mais pour immobilier. OK. Une plateforme gratuite vraiment intéressante. Comme c'est là, c'est juste en anglais, mais justement, on va commencer un volet en français très bientôt. Alors, ça va être intéressant. C'est gratuit. Puis sur le groupe des Mordus d'immobilier, vous avez mentionné qu'il y avait 48 000 inscrits. J'imagine que ce pas tous des gens qui ont vraiment passé à l'action, qui ont investi. C'est des gens qui s'y intéressent à tout du moins. Beaucoup de curieux. Normalement, 80% c'est des curieux ou des gens qui pensent « Ah oui, je devrais le faire », mais qui ne passent pas à l'action.
Alors, c'est ça le dommage, mais ce qui est dommage. Mais ceux qui passent à l'action, ben c'est eux qui ressortent puis qui ont du succès. C'est les gagnants. Puis, en terminant, j'aimerais ça peut-être que vous me partagiez votre big vision, tu sais, parce que ça doit être quand même beaucoup de travail. Vous avez mentionné les deux que vous aviez déjà un emploi, puis là, vous êtes rendus à savoir, bon, est-ce qu'on laisse l'emploi puis on se concentre seulement sur ce projet-là? C'est quoi le but final? Mais je pense que ça serait de ne plus travailler à temps plein, de faire ça, suivre vraiment cette passion-là, puis aider les autres à poursuivre aussi l'investissement immobilier, puis aussi pour nos enfants. Ouais, vraiment, c'est un peu organique aussi, on le prend comme ça va. Il y a beaucoup de gens qui planifient énormément. J'y crois, mais je crois aussi, ça c'est un peu le money mindset, être ouvert aux opportunités qui arrivent. Alors, comme là, ton invitation, tout ça, c'était une opportunité. Le Ride Club, j'ai fait du bénévolat et là, les gens m'ont comme pris sous leur aile puis ils m'aident à partir plein de choses. Alors, il y a toutes sortes d'opportunités qui se présentent à nous. Alors, c'est d'être ouvert à ça, ouvert au changement, puis d'avoir la liberté. Alors, liberté financière, c'est ça le but ultime. Mm-hmm. C'est de ne plus être obligé de travailler. Si on veut rester couché lundi matin, on peut. Ça, c'est vraiment, je pense que tout le monde désire atteindre la liberté financière puis qu'on travaille beaucoup. Admettons, moi, je pense que j'avais lu que les personnes qui sont comme millionnaires, ils ont 9 streams of income, là. 9. Oui, ça en prend plusieurs. 9, très bonne idée. Comme nous, on a nos emplois, on a nos propriétaires revenus, alors ça fait 2. 3e, je fais du coaching. 4e, le Ride Club, je fais un peu de revenus là. 5e, j'ai une adjointe virtuelle que j'utilise pour certains services que je facture. Alors, ça me fait une 5e source de revenus. N'oubliez pas aussi l'investissement immobilier, il y a plusieurs sources de revenus parce que le revenu comme il y a le revenu comme actif, les loyers, mais après ça, il y a l'appréciation qui est passif, ouais. Puis le paiement hypothécaire à chaque mois. Alors, ouais, on est proche de 9. Ça, c'est 3 sources. C'est bon, tant mieux. Il nous en manque juste 2. Juste 2. Quand vous allez monétiser votre podcast, puis quand vous allez sortir votre livre. Voilà. Puis quand on va investir à la bourse. Ben, c'est ça. Moi, je pensais Right, parce que j'écoute une chaîne YouTube, le gars, il investit à la bourse, puis ça, il investit dans des REIT. Ouais, c'est ça. REIT, ça veut dire que c'est pas la même chose. Investment Trust. OK, ouais, c'est ça. C'est un peu un jeu de mots, le Ride Club, sur le Real Estate Investment Trust, qui est comme une banque, un fonds d'investissement immobilier. C'est ça que c'est un REIT. Un REIT. Okay. Ouais. C'est bon, je n'étais pas si dans les patates, mais quand même. On a toujours à apprendre. En tout cas, c'était vraiment intéressant comme conversation. J'espère vraiment que les personnes prendront le temps d'aller vous voir sur votre Instagram, si vous voulez donner votre handle. Oui, absolument. Fait que c'est ça, c'est FL, François Lantier ou Famille Lantier, c'est vraiment ça. Barre de soulignement Homes, barre de soulignement Corp, CORP. Ça, c'est pour Instagram. Facebook aussi, on a FL Homes Corp aussi, on peut le trouver là-dessus. Sur LinkedIn aussi, je suis très actif, juste sous mon nom, François M. Lantier. Jennifer, elle se cache un peu plus. Je suis plus en arrière-plan où j'aime ça me retrouver. Oui, et sur le Ride Club. Alors, si quelqu'un veut aller sur le site web rideclub.com, comme j'ai dit, c'est gratuit. Puis, on donne beaucoup de conseils aux investisseurs partout au Canada. OK. On va grandir là, au Québec bientôt. Alors, ça serait intéressant. Ah bon, ben, génial. Ben, encore une fois, merci beaucoup pour toutes les informations. Puis, à bientôt. Hein. Merci beaucoup.